En 2014, les entreprises Facebook et Apple notamment ont offert à leurs employés un programme d'assurance maladie qui comprenait la possibilité de congeler ses ovocytes, hein, dans le but, disait-il, de promouvoir l'épanouissement professionnel des femmes. Alors en Europe, ça n'a pas été extrêmement bien vu, hein, mais ça a même suscité presque un tollé chez certaines personnes, parce que les motifs louables allégués par les deux entreprises ont été assez rapidement mis en doute. Ce qui serait visé, ce serait plutôt de pouvoir compter sur de jeunes femmes entièrement dévouées à leur métier, sans risque, entre guillemets peut-être, d'être interrompues par une grossesse intempestive, ou, c'est ce qu'on avait entendu à la radio-télévision suisse, la congélation serait donc un moyen d'attirer les femmes dans une Silicon Valley réputée phallocrate. Alors, il reste que l'horloge biologique est implacable et tourne inexorablement. À défaut de l'arrêter, si on peut faire avec elle des accommodements, notamment en congelant ses ovocytes, pourquoi s'en priver? C'est une question qu'on peut poser en tout cas. Somme toute, la médecine s'est caractérisée depuis le début comme une tentative de repousser les limites naturelles, pour, et du moins pour certaines d'entre elles, afin de rendre la nature plus compatible avec les aspirations humaines. Donc la congélation des ovocytes irait dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est un must et qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Donc, depuis que la fécondation in vitro existe, il y a eu de nombreuses Mmh. avancées techniques, dont celle de pouvoir congeler au départ des embryons, hein. Donc, D'accord. l'idée, c'était de produire plusieurs ovocytes, plusieurs embryons, d'en replacer peut-être un ou 2 dans l'utérus et que les autres puissent être congelés. Ça a été une avancée technique, très importante. Dans les années, je dirais, 2010, on a eu une extension de cette technique vers la congélation des ovules, Mmh. ce qui a permis, d'envisager de préserver la fertilité, notamment chez des femmes qui avaient des maladies et des cancers. Donc, l'idée de départ, c'était vraiment la préservation, avant chimiothérapie, Mmh. chez des femmes qui allaient avoir leur, patrimoine, ovocytaire, détruit par, des traitements ou des chirurgies. Puis par extension, c'est devenu aussi possible pour désir personnel, Mmh. ce qui a, induit des possibilités. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les femmes se sont appropriées de cette possibilité. Voilà, donc ovule, ovocyte, c'est la même chose, hein? Ovule, ovocyte, oui. C'est D'accord, et est-ce qu'on peut dire que ce phénomène de pouvoir congeler ces ovules, c'est quelque chose qui reste marginal ou c'est quelque chose qui se développe, enfin, qui se répand, chez les jeunes femmes, qui devient de plus en plus fréquent? Alors c'est en pleine expansion, hein. C'est vraiment, on voit de façon toujours plus fréquente. Moi, je suis médecin Mmh. gynécologue, spécialiste de la médecine de la reproduction. Notre quotidien, c'est vraiment de voir des jeunes femmes qui souhaitent discuter avec nous de leur possibilité d'être maman, dans le futur. Donc souvent, on a des jeunes femmes qui, voilà, qui souhaitent être informées de l'effet de l'âge sur leur fertilité, qui ont un désir d'enfant très présent, mais qui souvent ne se retrouvent pas dans une situation idéale pour avoir un enfant à ce moment-là. Donc, le souci que je vois chez ces jeunes femmes, c'est de vouloir offrir à leur enfant, l'avenir le plus souhaitable, hein, Mmh. c'est-à-dire une situation financière stable, souvent un partenaire, et quand ces conditions ne sont pas acquises, elles préfèrent figer un peu le projet dans le Mmh. temps et congeler des ovocytes pour revenir vers ce projet dans une situation plus favorable et parfois à un âge où elles sont nettement moins fertiles. C'est ça, mais peut-être un âge aussi où il y aura plus de risques pour elles d'avoir une grossesse, non? Parce que, enfin, bon, moi, je suis assez mal placé pour en parler évidemment, mais il semblerait que plus une femme est âgée, plus la grossesse est à risque. En tout cas, c'est ce qu'on entend dire parfois. Disons, la question que j'ai là derrière, c'est de dire, est-ce qu'il y a un risque pour la femme de cette congélation des ovocytes, et comment le mesurer? Alors, de faire une stimulation, ovarienne pour congeler des ovocytes, c'est une procédure qui prend environ 2 semaines, qui nécessite une petite intervention chirurgicale pour le prélèvement, mais ce n'est pas sans risque absolu, mais les risques sont quand même très minimes, hein. D'accord. Après, ça reste une intervention médicale et puis, ben, en Suisse, il y a un certain coût qui est associé parce que ça n'est pas pris en charge par, l'assurance maladie. Donc, je pense qu'il faut avoir une bonne raison de le faire, hein, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on fait uniquement par, voilà, par idée, mais c'est quelque chose qui est discuté avec un médecin en consultation médicale et qui s'inscrit dans
voilà, dans un projet plus global de préserver les possibilités d'être maman, C'est hein, ça. donc Et puis bon, dans la reproduction, je dirais naturelle, sous la couette, hein, comme on dit, bah, ça marche pas tous les coups, hein. oui. Et avec la cryogénisation des ovocytes, est-ce que disons, ça marche moins bien que la reproduction naturelle ou peut-être ça marche est-ce que ça marcherait mieux? Quels sont les taux de réussite? Alors, tout dépend de l'âge de la femme, hein, avec l'âge qui avance, la fertilité de la femme va chuter. Jusqu'à environ 35 ans, la fertilité est comparable à celle de la vingtaine. Puis à partir de 35 ans, ça chute progressivement et après 40 ans, le risque d'être infertile est multiplié fois 6 Mmh. et vers 45 ans, les chances de conception sont quasiment nulles, hein. Donc je pense que l'idée de congeler ses ovules pour plus tard, c'est si on essaye de concevoir au-delà de l'âge de 40 ans Mmh. ou même de 45 ans. D'accord. Ah ouais. Mais alors, vous l'avez signalé, en Suisse, il y a c'est un certain coût, ça n'est pas remboursé, heu, mais d'une certaine manière, enfin, quelle est la raison pour laquelle c'est pas remboursé? Parce qu'on pourrait se dire l'infertilité est une maladie ou un handicap, enfin, on pourrait les définir de cette façon-là et je pense que si on reprenait la fameuse définition de l'OMS de la santé comme un état de bien-être, physique, psychique et social complet, une définition peut-être un peu large, hein, je veux dire, mais enfin, si on allait dans ce sens-là, on aurait, semble-t-il, toutes les raisons de prendre en charge. Alors actuellement en Suisse, déjà l'infertilité, on étiquette maladie, n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, notamment la FIV n'est pas à la charge de l'assurance maladie. Donc c'est vrai que la congélation ovocytaire, pour des raisons personnelles, heu, c voilà, n'est pas du tout sur, l'objet d'une discussion à l'heure actuelle, Mmh. hein. Contrairement à la France qui a pris le parti de rembourser et les traitements de PMA et la congélation pour toutes les femmes, quelles que soient les raisons. D'accord. Mais, vous dites que c'est pour des raisons personnelles, c'est pas pris en charge. Quand c'est pour des raisons médicales, c'est-à-dire une femme qui a, par exemple, un cancer, là, c'est pris en charge? Là, c'est pris en charge, oui. Oui, D'accord, donc il faut avoir une autre maladie, dans le fond, pour pouvoir, oui, être prise en charge à ce niveau-là. exactement, Mmh. oui. Vous venez aussi de citer la France, hein, qui a une politique beaucoup plus large ou libérale, permissive. Enfin, j'imagine que selon l'avis qu'on a sur ces pratiques, on va utiliser un vocabulaire un peu différent. Et vous-même, qu'est-ce que vous pensez personnellement? Est-ce que vous pensez il y aurait de bonnes raisons de le prendre en charge ou qu'on a raison d'être un peu frileux sur cette prise en charge? Je pense qu'il faut je vais revenir à ma casquette de médecin. Mhm. C'est-à-dire que quand je reçois une jeune femme en consultation, j'ai une discussion avec elle par rapport à ses possibilités d'être maman. On a une discussion par rapport à sa situation personnelle, ses risques d'infertilité, l'effet de l'âge. Hem, il faut savoir que le taux de réutilisation de ces ovules, c'est-à-dire le nombre de femmes qui reviennent pour utiliser leurs ovules, il est d'environ 6 à 7. Donc Mhm. c'est-à-dire qu'on doit faire très attention aussi de ne pas congeler des ovules à grande échelle chez des femmes qui n'en auront aucun bénéfice. Donc, à mon avis, il faut congeler des ovules quand on a vraiment une raison de penser qu'on va possiblement les réutiliser plus tard, C'est hein. ça. Donc, Mm, congeler des ovules chez une femme de 25 ans, cette femme de 25 ans, si elle n'a pas de problème de santé, heu, elle a toutes les chances de n'avoir jamais besoin de ces ovules pour avoir des enfants. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre congeler à un âge très précoce chez une femme qui n'en aura aucun bénéfice parce qu'elle aura des enfants tout à fait naturellement et puis l'autre pendant, c'est les femmes qui en auront besoin, bah, il ne faut pas congeler trop tard parce Mhm. que si on congèle trop tard, la congélation devient inefficace à cause de l'effet de l'âge. Donc on a une sorte d'équilibre à trouver. Donc voilà, on encourage les femmes à congeler leurs ovocytes quand il y a vraiment des facteurs, de risque d'infertilité, de l'endométriose, heu, voilà, des maladies qui ont un impact, sur, l'ovaire et à un âge plutôt milieu de la trentaine. C'est ça. Oui. Donc on ne le conseille pas, par exemple, comme vous dites, pour une femme de 25 ans qui aurait pas de partenaire et donc qui s'inquiéterait, de ne pas pouvoir fonder une famille suffisamment tôt. Cette jeune femme, elle aura
elle a encore toutes les chances de concrétiser son Mmh. projet, sans aide de la médecine et si il y a un besoin d'aide de la médecine, elle pourra y avoir recours en moment voulu. Mmh. Donc je pense que c'est vraiment l'utilisation de ces ovocytes, c'est vraiment quand on se retrouve à avoir un désir d'enfant à un âge où la fertilité, elle est vraiment, nettement plus basse et où on ne peut plus faire de traitement au moment voulu. D'accord. Donc vous craindriez peut-être, enfin, vous me direz si c'est le cas, que si on offrait plus, ça créerait la demande d'une certaine manière? Oui, ça créerait la demande et on reviendrait à congeler de faire beaucoup d'actes médicaux, et de congélation qui ne sont pas nécessaires et qui ne bénéficient pas, aux personnes qui le font. D'accord. Et vous pensez, par exemple, vous avez parlé de la France, je ne sais pas si vous connaissez bien la situation, là-bas, mais est-ce que vous pensez que là, l'offre qui est extrêmement large effectivement, puisque toute femme peut y recourir, hein, et est prise en charge, pour cela, quelles que soient ses motivations, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce qu'il y a une augmentation alors de demandes de congélation ou est-ce que vous savez? Alors oui, apparemment, il y a une augmente, forte, des demandes de congélation et après discussion avec mes collègues, français, ben, il y a des listes d'attente très importantes et une demande qui est telle que les personnes qui en auraient réellement besoin n'arrivent plus à être traitées Ah dans d'accord. des délais suffisants. Mmh. Donc c'est Oui, là parce où oui, qu'évidemment on risque d'attendre trop longtemps et à ce moment-là, évidemment, c'est des pertes de chance d'une certaine exactement. manière. Ouais, ouais. OK. Et puis, alors, vous avez peut-être aussi un certain suivi médical pour les femmes qui ont recouru à cette, congélation d'ovocytes et qui ont eu des enfants par la suite et en fond, comment ça se passe? Est-ce que ça crée des problèmes différents d'une grossesse habituelle ou bien est-ce que c'est en gros la même chose? Bah, disons que, si on prend l'exemple, par exemple, d'une femme, qui revient à 43 ans, qui a essayé pendant 2 ans avec son partenaire et qui n'a pas obtenu de grossesse, elle réutilisera des ovules qui ont été congelés, peut-être, je sais pas, 8 ans auparavant. Donc ces ovules, auront moins d'anomalies du point de vue génétique et elle aura beaucoup plus de chances de succès avec des ovocytes qui ont été congelés au préalable, avec moins de risques d'avoir, une fausse couche, des trisomies, par exemple la trisomie 21. Donc oui, les ovocytes, sont de meilleure qualité du point de vue génétique avec des meilleures chances de succès. Ah d'accord. Donc d'une certaine manière, si on se place du point de vue juridique pour lequel le bien de l'enfant est quelque chose de central, l'enfant en bénéficie aussi. Enfin non, ce ne sera pas le même enfant évidemment puisque ce sera d'autres vulves, mais l'enfant bénéficie aussi. Oui, je pense que l'enfant bénéficie, aussi et l'argument de beaucoup de femmes, c'est de repousser la maternité pour offrir à l'enfant les conditions qu'elle souhaiterait, Mmh. lui offrir et de ne pas avoir une maternité à un moment qui n'est pas choisi quelque part. Donc je pense que l'enfant, il en bénéficie aussi du point de vue social. Ouais. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup Isabelle d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle biotechnologie d'une certaine manière, même si on cherche à faire des enfants depuis extrêmement longtemps. Merci beaucoup. Merci. En 2014, les entreprises Apple et Facebook ont offert, comme vous le savez sûrement, à leurs employés un programme d'assurance maladie hein, qui comprenait la possibilité de congeler les ovocytes dans le but de promouvoir, disait-il, l'épanouissement des femmes, professionnel des femmes. Hein. Alors en Europe, on n'a pas été très convaincus par l'argument et les motifs louables allégués par les deux entreprises ont été mis en doute assez rapidement. Et dans l'idée que ce qui serait visé en fait serait de pouvoir compter sur des jeunes femmes entièrement dévouées à leur métier sans risquer d'être interrompues par une grossesse intempestive ou, commentait la radio-télévision suisse, la congélation serait, disait-elle, un moyen d'attirer des femmes dans une Silicon Valley réputée phallocrate. Fin de citation. Bon, il reste que l'horloge biologique est implacable, hein, il tourne inexorablement. À défaut de l'arrêter, si on peut faire avec elle des accommodements, notamment en congelant ses ovocytes, pourquoi s'en priver? Somme toute, la médecine peut se caractériser comme une tentative de repousser les limites naturelles, ou du moins certaines d'entre elles, afin de rendre la nature plus compatible avec les aspirations humaines. Alors, dans cette optique-là, est-ce congeler ses ovocytes, c'est un must?
Je pense que c'est une technique qui apporte en effet des avantages aux femmes. Alors la congélation d'ovocytes pour raison d'âge, hein, c'est vraiment une technique qui permet de lutter contre le vieillissement typiquement féminin et qui est en fait un désir des modernes, hein. Comme le disait Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature, c'est se rendre maître et possesseur de son corps pour une femme. C'est effectivement résister d'abord à la pression biologique, permettre de mettre en réserve cette maternité possible, mais pour plus tard. Et donc ne pas être oppressée pour faire un choix immédiat dans la prime jeunesse. Par ailleurs, c'est vrai que c'est une possibilité, enfin une technique qui permet de se libérer de la pression sociale. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut la ranger à côté des techniques de contraception, comme la pilule, l'IVG, sauf qu'elle présente en effet un avantage, c'est de dire non à un instant T à la maternité, mais pas définitivement, et de simplement la reporter. Et donc, en résistant à la pression biologique et sociale, les femmes s'octroient un peu plus, on pourrait dire, un temps d'insouciance, qu'elles n'ont pas comparé aux hommes. Parce que, très, très jeunes, dès leur puberté, elles découvrent le cycle menstruel, les possibilités, d'être fécondables, et de devoir assumer un enfant. Donc je pense qu'en effet, elles gagnent un petit peu en égalité avec les hommes qui ne sont pas tout de suite plongés dans ce sérieux, cette lucidité, ces responsabilités et en ayant un petit peu plus d'insouciance pour, s'adonner à d'autres désirs, d'autres projets, que celui d'être tout de suite mère. Et je pense aussi que, plus largement, elles se donnent un peu plus de temps propre et personnel. Parce que, le temps sans enfant, qu'on pourrait appeler le temps nullipare, c'est un temps qui permet pour elles, comme pour les hommes, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se construire, de gagner en maturité, d'aller, voyager, faire des études, commencer une carrière et tout cela, leur est permis en partie par cette technique. Et d'ailleurs, c'est un temps peut-être d'insouciance, mais aussi on pourrait le voir comme un temps de préparation, à la parentalité. Parce que une des raisons pour lesquelles les femmes n'ont pas forcément d'enfants, jeunes, c'est parce qu'elles cherchent à se stabiliser sentimentalement, mais aussi professionnellement et financièrement. Donc ce temps-là, nullipare, est un temps précieux pour elles-mêmes, mais comme peut-être pour, ce désir de grossesse et de maternité. Donc en l'allongeant, eh bien, on favorise, peut-être une maternité plus sereine et plus stable. Donc là, de ce point de vue-là, c'est un must. Et puis je pense aussi que ça permet d'éviter la précipitation amoureuse. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire que sous pression biologique et sociale, les femmes peuvent se sentir, dans l'urgence de trouver un partenaire, pour tomber enceinte rapidement, un partenaire qui est peut-être elles ne vont pas prendre le temps de connaître, qui va s'avérer peut-être, être un géniteur mais peu fiable, peu stable, qui ne voudra pas, les accompagner et qui vont, peut-être faire imploser leur couple. Donc elles peuvent se mettre dans des situations par précipitation, dans des situations de couple ou amoureuses plus déséquilibrées, fragiles, voire s'astreindre à des maternités solitaires qui sont tout à fait possibles, mais qui sont quand même plus éprouvantes que d'être accompagnée dans sa grossesse. Donc cette technique, elle se libère peut-être de cette précipitation, je crois, pour mûrir et explorer la question amoureuse, apprendre à aimer, parce que je pense que l'amour est aussi un apprentissage, alors être dans une vie de couple, à mûrir leur engagement et tout cela, tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce temps de vie nullipare, ce temps de construction personnelle, de stabilisation, d'exploration, de la question amoureuse, peut être également un bénéfice, important pour le futur enfant. C'est-à-dire il pourra être donc avec une mère qui n'a pas été sous pression, qui n'a pas le regret d'être mère parce qu'elle s'est précipitée, qui n'a pas le regret d'avoir peut-être, de s'être lancée, dans un couple fragile, ou de se retrouver, toute seule. Et donc je pense que ça peut être, vraiment un atout pour elle, mais comme aussi pour le futur enfant finalement. Dans le fond, comme vous nous le présentez, vous voyez, si on pense en termes de principe de la bioéthique, hein, c'est un gain d'autonomie et puis c'est un gain de bienfaisance aussi parce que ça permet l'épanouissement de la femme et puis peut-être, pour l'enfant, c'est sans doute aussi ça peut être un avantage. Mais alors, bon, c'est une manière de se libérer de la pression sociale, dites-vous, mais d'un autre côté, on a souligné, en tout cas les médias ont souligné que c'était se soumettre à une autre pression sociale, qui est la pression professionnelle, je dirais. Oui, oui, et je pense qu'il y a aussi des problèmes qui sont soulevés, des illusions que soulève cette technique. Je pense que, avant d'aller sur le levier professionnel, reparlons du levier,
du biologique, je ne pense pas que cette technique permette complètement de libérer, la femme de la pression du choix. Je veux dire, ça permet de différer le temps de la maternité, mais pas le temps du choix et l'urgence de choisir. D'autant que cette technique est beaucoup plus efficace quand les femmes font le prélèvement jeunes, c'est-à-dire plutôt avant 35 ans et même avant 30. Donc en fait, la pression de choisir, vais-je être mère ou pas? Est-ce que je m'investis financièrement et dans cette technique médicale pour être mère? C'est toujours une question pressante qui leur arrive assez jeune d'abord. Par ailleurs, cette technique peut faire croire aux femmes que leur, fertilité et leur maternité est assurée, mais pas du tout. C'est-à-dire que d'ailleurs le taux d'échec est assez important et ce n'est pas un projet, maîtrisable du tout par cette technique de la congélation. Par ailleurs, ça peut contribuer à faire croire aux femmes que l'enfant est un projet tout court. Or moi je crois que philosophiquement, l'enfant n'est pas un projet. Et tout entendez par là? Bah, je m'explique, je pense que l'enfant n'est ni un bien, ni un projet, ni un droit. Parce que, en fait, certes, tomber enceinte peut être lié à des facteurs favorisants, peut être favorisé par une technique, mais demeure toujours une part de chance ou de hasard. Et donc cette technique ne doit pas nous faire oublier que, la grossesse et la maternité, est liée au hasard. Et en fait, la congélation d'ovocytes ne f ne supprime pas cette condition-là et ce facteur chance, ce facteur, hasard. Il ne le fait que, il est rejoué mais un temps plus tard. C'est toujours un hasard de tomber enceinte, ou c'est toujours une chance selon la façon dont on veut le voir. Et comme le disait un philosophe que j'aime beaucoup, un grand penseur de l'éthique, Emmanuel Lévinas, la fécondité, c'est vraiment le rapport à un avenir qui n'est pas de l'ordre du possible ou du pouvoir. On n'a aucun pouvoir sur la maternité et sa grossesse, même par les solutions techniques ou biomédicales. Et je crois que ça, il faut le rappeler, parce que en cas d'échec, et il y en a beaucoup, beaucoup de femmes peuvent se trouver désemparées ou déçues face aux promesses peut-être de la science et de la technique. Donc, et puis à plus grande échelle, moi, et ça a été dit, mais la démocratisation de cette technique peut aussi faire finalement de la médecine une grande industrie de services, peut faire de la fertilité un grand marché commercial. Des peurs qui ont été soulevées, qui sont légitimes, c'est: que va-t-on faire des ovocytes non utilisés? Vont-ils être commercialisés? Que va-t-on en faire? Ça peut contribuer aussi à désinformer les femmes sur les risques des grossesses tardives. Et donc je pense pour toutes ces raisons que ça n'est pas forcément un must non plus. Et puis comme vous l'avez dit et soulevé, d'un point de vue professionnel, et politique, ça peut être également un leurre et un piège. Parce que à quoi bon favoriser le report de la maternité si de toute façon la maternité est très mal accueillie politiquement et professionnellement? Je veux dire, ce qui compte, c'est de rendre, la condition de mère beaucoup plus favorable, beaucoup plus facile. C'est-à-dire, favoriser, les possibilités de garde, ne pas culpabiliser ou discriminer une mère dans le monde du travail. Or, les licenciements post-congé maternité officieusement continuent. La peur des femmes de voir une période d'essai rompue ou un CDI également rompu continue d'avoir lieu. Et quelque part, effectivement, depuis 2014, des grands groupes comme Apple, Facebook ont proposé cette congélation, de financer cette congélation d'ovocytes, mais on peut avoir peur du risque d'intrusion dans les choix existentiels des femmes. Et le fait de favoriser des collaboratrices qui auront dit oui pour congeler leur ovocytes et différer leur maternité, face à d'autres plus jeunes qui auront dit non. Donc en fait, c'est toujours faire une pression sur les femmes de tomber enceintes, mais plus tard. C'est pas une proposition féministe. La vraie proposition féministe, c'est de dire aux femmes: «Vous pouvez tomber enceinte quand vous le voulez et même jeune et vous ne serez pas discriminées et même vous serez accompagnées, socialement et politiquement pour avoir votre enfant». C'est ça la vraie proposition féministe. C'est pas de s'introduire et de s'immiscer pour, les empêcher de tomber enceintes si elles le veulent à 20 ans ou à 25 ans, en fait. Et la dernière chose qu'on peut dire à mon avis, c'est que cette technique biomédicale contribue à faire de la procréation la seule façon de devenir parent. Comme si procréer un enfant, c'était la seule façon d'accomplir le désir de parentalité. Et or je pense que, le désir de parentalité peut aussi s'accomplir par l'adoption. Et je tiens à le dire parce que la parentalité peut commencer par la procréation, mais pas seulement. La parentalité, c'est surtout avant tout l'accueil d'un enfant et le fait de l'élever, de le soigner, le sécuriser, de l'accompagner dans sa vie. Et cette parentalité affective, est la plus importante à mon avis et n'est pas simplement accomplie par la réussite procréative. Et en cas d'échec procréatif,
si les conditions n'ont pas été réunies. Je pense qu'il ne faut pas dissimuler et placer dans l'ombre l'importance de la parentalité affective qui pourrait soulager beaucoup de parents et de femmes. Or, cette technique démocratisée et surinvestie par les grands groupes contribue à, comment dire, fortifie une idée, reçue dans notre culture que la parentalité est surtout génétique et biologique et discrédite ou met de côté, comme un plan B, l'adoption. Ce qui à mon avis est à questionner parce que là encore, c'est une idée reçue et une idée fortifiée par la culture, mais qui est à interroger. Pourquoi n'envisageons-nous pas l'adoption, comme une voie, également importante et royale pour Oui, être c'est parent? vrai. C'est vrai, bon, bien qu'on peut espérer quand même que la parentalité biologique soit aussi une parentalité affective, hein. Mais bon, à part ça aussi, pour bon, la question de l'adoption, effectivement, est une vaste question, mais politiquement, ça devient très difficile d'adopter un enfant, hein, vu Oui. les problèmes actuels. Mais justement, ça se questionne, c'est-à-dire que pourquoi on favorise les PMA et les techniques biomédicales davantage que l'accès à l'adoption? C'est un choix en fait culturel et qui peut se discuter et et surtout qui peut placer dans l'ombre d'autres options, que les parents n'envisageront pas ou alors vraiment, par désespoir ou en étant désemparés. Or, c'est aussi une voie intéressante pour être parent. Moi, je crois que c'est une proposition fort intéressante sur laquelle on va s'arrêter. Mmh. Je vous remercie beaucoup, Sophie Merci Galabru, beaucoup. d'avoir répondu à mes Merci. questions.